Chapitre 3. Le deuxième des trois fantômes, le fantôme des Noëls présents. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse, et s'asseyant sur son lit pour recueillir ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dise que l'horloge allait de nouveau sonner 1 heure. Il sentit de lui-même qu'il reprenait connaissance juste à point nommé, pour se mettre en rapport avec le second messager qui lui serait envoyé par l'intervention de Jacob Marley. Mais trouvant très désagréable le frisson qu'il éprouvait en restant là à se demander lequel de ses rideaux tirerait ce nouveau spectre, il les tira tous les deux de ses propres mains. Puis, se laissant retomber sur son oreiller, il tint l'œil au guet tout autour de son lit, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment de son apparition, et n'avait ni envie d'être assailli par surprise, ni de se laisser dominer par une trop vive émotion. Pendant ce temps, il demeura étendu sur son lit, où se réunissaient des rayons d'une lumière rougeâtre qui l'éclaira tout entier quand l'horloge annonça l'heure. Il se leva tout doucement, mit ses pantoufles et se glissa sans bruit du côté de la porte. Au moment où Scrooge mettait la main sur la serrure, une voix étrange l'appela par son nom et lui dit d'entrer. C'était bien son salon. Il n'y avait pas le moindre doute à cet égard, mais son salon avait subi une transformation surprenante. Les murs et les plafonds étaient si richement décorés de guirlandes et de feuillages verdoyants qu'on eût dit un bosquet. Un joyeux géant, superbe à voir, s'étalait à l'aise sur ce lit de repos. Il portait à la main une torche allumée dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance. Le géant leva la corne au-dessus de sa tête pour que la lumière vînt frapper Scrooge. « Entrez !» s'écria le fantôme. « Entrez ! N'ayez pas peur de faire connaissance avec moi, mon ami. » Scrooge entra timidement, inclinant la tête devant l'esprit. « Je suis l'esprit des Noëls présents, » dit le fantôme. « Regardez-moi !» Ce fantôme-là était vêtu d'une simple robe d'un vert foncé, brodée d'une fourrure blanche, et ses pieds étaient nus. Sa tête portait une couronne de houx, semée çà et là de petits glaçons brillants. « Vous n'avez encore jamais vu mon semblable ?» s'écria l'esprit. « Jamais, » répondit Scrooge. « Est-ce que vous n'avez jamais fait route avec les plus jeunes membres de ma famille ?» poursuivit le fantôme. « Je ne crois pas, » dit Scrooge. « J'ai bien peur que non. Est-ce que vous en avez eu beaucoup des frères esprits ?»« Oh, plus de 1800, » dit le spectre. « Une famille terriblement nombreuse, quelle dépense !» murmura Scrooge. « Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Je suis sorti la nuit dernière malgré moi, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. »« Touchez ma robe, » dit l'esprit. Scrooge se cramponna à sa robe, et la nuit disparut. Ils se trouvèrent dans les rues de la ville le matin de Noël. Les façades des maisons paraissaient bien noires, et les fenêtres encore davantage. Les boutiques de marchands de volailles étaient encore ouvertes. Celles des fruitiers brillaient de toute leur splendeur. Ici, de gros paniers, ronds, au ventre rebondi, plats de superbes marrons, s'étalaient sur les portes, semblaient prêts à tomber dans la rue. Et les épiciers étaient presque fermés. Mais bientôt, les cloches appelèrent les gens à l'église ou à la chapelle. Ils sortèrent par troupes pour s'y rendre, remplissant les rues. Ils étaient habillés de leurs plus beaux habits et avec leurs plus beaux joyeux visages. Au même moment s'élancèrent une multitude de personnes, portant leur dîner chez le boulanger pour les mettre au four. La vue de ces pauvres gens, chargés de leur gala, parut beaucoup intéresser l'esprit, car il se tint avec Scrooge à ses côtés, sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant le couvercle des plats à mesure qu'ils paraissaient, il arrosait d'encens leur dîner avec sa torche. Peu à peu, les cloches se turent. Les boutiques de boulangers se fermèrent. Mais il y avait comme un avant-goût de réjouissement,
dans tous ces dîners et leur cuisson. Y a-t-il donc une saveur particulière dans ces gouttes que vous faites tomber de votre torche en la secouant ? Demanda Scrooge. Certainement, il y a ma saveur à moi. Est-ce qu'elle peut se communiquer à toute espèce de dîner aujourd'hui ? Demanda Scrooge. À tout dîner offert cordialement, et surtout aux plus pauvres. Pourquoi aux plus pauvres ? Parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Esprit, dit Scrooge, après un instant de réflexion. Je m'étonne alors que, parmi tous les êtres qui remplissent le monde, situés autour de nous, des esprits comme vous se soient chargés d'une commission aussi peu charitable. Celle de priver ces pauvres gens des occasions qui s'offrent à eux de prendre un plaisir innocent. Moi ? S'écria l'esprit. Oui, puisque vous les privez de dîner tous les 8 jours, et cela le seul jour souvent où l'on puisse dire qu'ils dînent, continua Scrooge. N'est-ce pas vrai ? Moi ? S'écria l'esprit. Certainement. N'est-ce pas vous qui cherchez à faire fermer ces jours le jour du sabbat ? Dit Scrooge. Et cela ne revient-il pas au même ? Moi ? Je cherche cela ? S'écria l'esprit. Pardonnez-moi si je me trompe, cela se fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille, dit Scrooge. Il y a sur cette terre où vous habitez des hommes qui ont la prétention de nous connaître, et qui, sous notre nom, ne font que servir leur passion coupable, l'orgueil, la méchanceté, la haine, l'envie et l'égoïsme. Mais ils sont aussi étrangers à nous que s'ils n'avaient jamais vu le jour. Rappelez-vous de cela. Et une autre fois, rendez-les responsables de leurs actes, mais pas nous. Scrooge le lui promit. Alors ils se transportèrent, invisibles, comme ils l'avaient été jusque-là, dans les faubourgs de la ville, et le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir, en l'aspergeant de sa torche, la demeure de Bob Cratchit. Alors se leva Madame Cratchit, la femme de Bob, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mais en revanche toute parée de rubans à bon marché, de ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet. Elle mettait le couvert, aidée de Belinda, la seconde de ses filles, tandis que Pierre Cratchit plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre. Et puis 2 autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre en s'écriant qu'ils venaient de flairer loin devant la boutique du boulanger et qu'ils l'avaient bien reconnu pour la leur. « Qu'est-ce qui peut bien retenir votre père ?» dit Madame Cratchit. « Et votre frère Tiny Tim ? Et Martha ? Au dernier Noël, ils étaient déjà arrivés depuis une demi-heure. »« La voici, Martha !» s'écria une des jeunes filles. « Voici Martha, mère !» répéta les 2 petits Cratchit. « Hurrah ! Si vous saviez comme il y a une belle oie, Martha !»« Ah, cher enfant, que le bon Dieu vous bénisse ! Comme vous venez tard, dit Madame Cratchit, l'embrassant une 12aine de fois. « C'est que nous avons beaucoup d'ouvrages à terminer hier soir. Et ce matin, il a fallu les livrer. »« Bien, bien, n'y pensons plus puisque vous voilà, dit Madame Cratchit. Allons, asseyez-vous près du feu et chauffez-vous, ma chère enfant. »« Non, non, voici papa qui vient. »« Cache-toi, Martha, cache-toi. » Et Martha se cacha. Puis entra le petit Bob. Il portait Tiny Tim sur son épaule. Hélas, le pauvre Tiny Tim avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. « Eh bien, où est notre Martha ?» s'écria Bob, en jetant les yeux tout autour de lui. « Elle ne vient pas, » répondit Madame Cratchit. « Elle ne vient pas ? Elle ne vient pas ? Un jour de Noël ?» Martha ne put supporter de le voir ainsi contrarié, même pour rire. Aussi, n'attendit-elle pas plus longtemps pour sortir de sa cachette et courut se jeter dans les bras de son père, tandis que les 2 petits Cratchit s'emparèrent de Tiny Tim et le portèrent dans la buanderie afin qu'il pût entendre le pudding chanter dans la casserole. « Et comment s'est comporté le petit Tiny Tim ?» demanda Madame Cratchit. « Comme un vrai bijou, dit Bob, et encore mieux.
Il me disait, en revenant, qu'il espérait avoir été remarqué dans l'église par les fidèles, parce qu'il est estropié, et que les chrétiens doivent aimer, surtout un jour de Noël, et se rappeler celui qui a fait marcher les boiteux et voir les aveugles. La voix de Bob tremblait en répétant ces mots. Elle trembla plus encore quand il ajouta que Tiny Tim devenait chaque jour plus fort et plus vigoureux. On entendit retentir sur le plancher son activité de sa petite béquille, et à l'instant, Tiny Tim rentra, escorté par le petit frère et la petite sœur, jusqu'à son tabouret près du feu. Pendant ce temps, Pierre et les deux petits Cratchit allèrent chercher l'oie. Madame Cratchit fit bouillir le jus, préparé d'avance dans une petite casserole. Pierre écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Belinda sucra la sauce aux pommes. Martha essuya les assiettes. Bob fit asseoir Tiny Tim près de lui, à l'un des coins de la table. Les deux petits Cratchit placèrent des chaises pour tout le monde. Enfin, les plats furent mis sur la table et l'on dit les grâces, suivi d'un moment de silence général. Le pudding était tiré au chaudron. Après une demi-minute à peine d'absence, Madame Cratchit rentrait avec le pudding. Oh, quel merveilleux pudding! Chacun eut quelque chose à en dire, mais personne ne s'avisa de dire, même s'il le pensa, que c'était un bien petit pudding pour une aussi nombreuse famille. Franchement, c'eût été bien vilain de le penser ou de le dire. Enfin, le dîner achevé, on enleva la nappe, un coup de balai fut donné au foyer et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob, ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Alors toute la famille se rangea autour du foyer en cercle et Bob proposa un toast. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse chacun de nous, dit Tiny Tim. Esprit, dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Dites-moi si Tiny Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, répondit le spectre, et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra. Non, non, dit Scrooge. Oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Si mon successeur ne change rien à ces images, qui sont l'avenir, reprit le fantôme, aucun autre de ma race ne le trouvera ici. Eh bien, après, s'il meurt, il diminuera le surplus de la population. Scrooge baissa la tête lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles, et il se sentit pénétré de douleur et de repentir. Homme, dit le spectre, si vous avez un cœur d'homme et non de pierre, cessez d'employer ce jargon odieux jusqu'à ce que vous ayez appris ce qu'est le superflu et où il se trouve. Voulez-vous donc décider quels hommes doivent vivre et quels hommes doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins digne de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Scrooge s'humilia devant la réprimande de l'esprit, et tout tremblant, abaissa ses regards vers la terre. Mais il les releva bientôt en entendant prononcer son nom. « À Monsieur Scrooge, dit Bob, je veux vous proposer la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. »« Un beau patron, ma foi, s'écria Madame Cratchit, rouge d'émotion. Je voudrais le tenir ici, je lui en servirai un gala. Et il faudrait qu'il eût bon appétit pour s'en régaler. Ma chère, reprit Bob, les enfants, le jour de Noël. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, continua-t-elle, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et aussi insensible que M. Scrooge. Vous savez, s'il est tout cela, Robert, personne ne le sait mieux que vous, pauvre ami. Ma chère, répondit Bob doucement, le jour de Noël. Je boirai à sa santé pour l'amour de vous et en l'honneur de ce jour, dit Madame Cratchit.
mais non pour lui. Je lui souhaite donc une longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Voilà-t-il pas de quoi le rendre bien heureux et bien joyeux? J'en doute. Les enfants burent à la santé de Monsieur Scrooge après leur mère. C'était la première chose qu'ils ne faisaient pas ce jour-là de bon cœur. Scrooge était l'ogre de la famille. La mention de son nom jeta sur cette petite fête un sombre nuage qui ne se dissipa complètement qu'après 5 grandes minutes. Ce temps écoulé, ils furent 10 fois plus gais qu'avant. Dès qu'on en eut entièrement fini avec cet épouvantable Scrooge, Bob Cratchit leur apprit qu'il avait eu en vue pour Pierre une place qui lui rapporterait, en cas de réussite, 5 shillings par semaine. Les deux petits Cratchit riaient, comme des fous, en pensant que Pierre allait entrer dans le monde des affaires. Et Pierre lui-même regarda le feu d'un air pensif. Entre les deux pointes de son col, comme s'il se consultait déjà pour savoir quelle sorte de placement il honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu. Cependant, la nuit était venue, sombre et noire, et Scrooge parcourait les rues avec l'esprit. Tout à coup, sans que le spectre eût dit un seul mot, ils se retrouvèrent au milieu d'un marais triste, désert, parsemé de monstrueux tas de pierres brutes. À l'horizon, du côté de l'ouest, le soleil couchant avait laissé une traînée de feu d'un rouge ardent qui illumina un instant ce paysage désolé. « Où sommes-nous » demanda Scrooge. « Nous sommes où vivent les mineurs, ceux qui travaillaient dans les entrailles de la terre, » répondit l'esprit. « Mais ils me reconnaîtront, regardez. » Une lumière brilla à la fenêtre d'une pauvre hutte, et ils se dirigèrent rapidement de ce côté. Passant à travers le mur de pierre et de boue, ils trouvèrent une joyeuse compagnie, assemblée autour d'un feu splendide. Un vieux bonhomme et sa femme, leurs enfants, leurs petits-enfants, et une autre génération encore. Ils étaient tous là, réunis, vêtus de leurs plus beaux habits de fête. Le vieillard leur chantait des chants de Noël. L'esprit ne s'arrêta pas encore à cet endroit, mais ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta. Scrooge, tournant la tête, vit avec horreur bien loin derrière eux la dernière langue de terre, une rangée de rochers affreux. Ses oreilles furent assourdies par le bruit des flots qui tourbillonnaient, comme si la mer eût essayé de miner la terre. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille aux gémissements plaintifs du vent et qu'il songeait à ce qu'avait de plus solennel un voyage au milieu des ténèbres, par-dessus des abîmes inconnus. Mais sa surprise devint bien plus grande encore quand il reconnut que cet éclat de rire n'avait été poussé par son neveu. Il se vit lui-même dans une chambre, avec l'esprit à ses côtés, souriant et jetant sur ce même neveu des regards pleins de douceur et de complaisance. « Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit que Noël était une sottise, et il le pensait, » dit le neveu. « Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred. Je crois qu'il est très riche, » dit la nièce de Scrooge. « Qu'apporte sa richesse, ma chère amie ?» reprit son mari. « Elle ne lui est d'aucune utilité. Il ne s'en sert pour faire le bien à personne, pas même à lui. »« Oh, bien moi, » dit le neveu, « je suis plus tolérant que vous. J'en suis seulement peiné pour lui. »« Continuez donc ce que vous alliez dire, Fred, » dit sa femme. « J'allais ajouter seulement qu'en nous faisant mauvais visage et en refusant de venir se réjouir avec nous, il perd quelques moments de plaisir qui ne lui auraient pas fait de mal. » Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens qui s'entendaient à merveille. À ces bons sons bien connus, tout ce que le spectre lui avait montré alors se présenta de nouveau à son souvenir, de plus en plus attendri. Le spectre prenait plaisir à le voir dans ses dispositions, et il le regardait d'un air si rempli de bienveillance que Scrooge lui demanda en grâce, comme l'eût fait un enfant, de rester jusqu'après le départ des conviés. Mais pour ce qui est de cela, l'esprit lui dit
que c'était une chose impossible. Une demi-heure, esprit, seulement une demi-heure, dit Scrooge. C'était le jeu appelé oui et non. Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose et les autres cherchaient à deviner à quoi il pensait. Il pensait que c'était un animal vivant, un animal désagréable, un animal sauvage, un animal qui grondait et grognait quelquefois. À chaque nouvelle question qui lui était adressée, ce gueux de neveu portait de nouveau un éclat de rire. À la fin, sa nièce Rondelette prit à son tour un fou rire et s'écria « Je l'ai trouvé, je le tiens, Fred, je sais qui c'est. »« Qu'est-ce donc ?» demanda Fred. « C'est votre oncle Scrooge. »« Un joyeux Noël et une bonne année au vieillard. N'importe ce qu'il est, dit le neveu de Scrooge. Il n'accepterait pas ce souhait de ma bouche, mais il l'aura néanmoins. » La scène entière disparut, comme quand le neveu prononça la dernière parole de son toast, et déjà Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. Ce fut là une longue nuit. Le fantôme devenait plus vieux. Scrooge avait remarqué ce changement, mais il n'en dit pas un mot. Jusqu'à ce qu'il s'aperçut que ses cheveux avaient blanchi. « La vie des esprits est-elle donc si courte ?» demanda Scrooge. « Ma vie sur ce globe est très courte, en effet. Elle finit cette nuit. »« Cette nuit ?»« Oui, ce soir, à minuit. Écoutez, l'heure approche. »« Pardonnez-moi la discrétion de ma demande, dit Scrooge, mais je vois quelque chose d'étrange sortir dessous votre robe. Est-ce un pied ou une griffe ? » « Ce pourrait être une griffe, en juger par la chair qui est au-dessus, répondit l'esprit avec tristesse. Regardez. Des plis de sa robe, il dégagea 2 enfants, 2 créatures misérables, abjectes et effrayantes, qui s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à son vêtement. « Oh, homme, regarde, regarde à tes pieds !» cria le fantôme. C'était un garçon et une fille, jaunes, maigres, couverts de haillons, au visage renfogné, féroces, rampant dans leurs abjections. Une jeunesse gracieuse aurait dû remplir leurs joues et répandre sur leur teint ses plus fraîches couleurs. Au lieu de cela, une main flétrie et desséchée. Scrooge recula, pâle de terreur. Ne voulant pas blesser l'esprit, leur père peut-être. Il essaya de dire que c'étaient de beaux enfants, mais les mots s'arrêtèrent d'eux-mêmes dans sa gorge, pour ne pas se rendre complice d'un mensonge aussi énorme. « Esprit, est-ce que ce sont vos enfants ? » ?»« Ce sont les enfants des hommes, dit l'esprit, et ils s'attachent à moi pour me porter plainte contre leur père. Ose dire que tu n'en es pas coupable. » « N'ont-ils donc aucun refuge, aucune ressource ?» s'écria Scrooge. « N'y a-t-il pas de prison ?» dit l'esprit, en lui renvoyant avec ironie pour la dernière fois ses propres paroles. « N'y a-t-il pas des maisons de force ?» L'horloge sonnait minuit. Scrooge chercha du regard le spectre, mais ne le vit plus. Quand le dernier son cessa de vibrer, il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley, et, levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel, drapé d'une robe à capuchon, qui venait à lui, glissant sur la terre comme une vapeur.